Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à ce nouvel épisode. Cette semaine, nous allons parler de Cadillac qui a, avant le Grand Prix des Pays-Bas, finalement annoncé son duo de pilotes pour leur pour leur entrée en Formule 1 dès 2026. Ce sont des pilotes très bien connus. Vous les connaissez déjà. Valtteri Bottas et Sergio Perez seront les pilotes de la marque américaine dès la saison prochaine. Et pour en parler, j'ai avec moi Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut Adou. Comment vas-tu? Ça va très bien. Excellent. Donc, on va parler de Cadillac, de Caddy, et surtout de deux pilotes qui n'ont pas été sur la grille pour la saison 2025, mais qui seront de retour en 2026 puisque, durant la semaine précédant le Grand Prix des Pays-Bas, Cadillac a annoncé officiellement, c'était un secret de polichinelle, que Valtteri Bottas et Sergio Perez allaient être les pilotes pour la marque américaine de General Motors. Au total, c'est 16 victoires, donc 10 pour Bottas, 6 pour Perez, 106 podiums, 527 Grands Prix et 23 pole positions pour les deux pilotes réunis. Valtteri Bottas, cette saison, est pilote réserviste / troisième pilote pour Mercedes. Donc, il est retourné avec une de ses anciennes équipes. Et la saison dernière, en 2024, il était avec Sauber. Quant à Perez, il était sans volant après un rachat de contrat par Red Bull en fin de 2024. Et il a passé l'année 2025 tout simplement à se reposer. Il est allé faire des activités, aller regarder quelques games de soccer ou d'autres sports. Donc, il a passé 2025 tout simplement à s'entraîner, à prendre du temps pour lui. Et maintenant, il va se préparer pour 2026 avec cette nouvelle équipe. Alors, Ana Maria, moi, je pense que c'était le meilleur duo possible pour Cadillac pour commencer cette nouvelle aventure en Formule 1. Ben, oui, je pense que les deux, il est bien. Au moins, ils ont trouvé deux pilotes qui ont de l'expérience. Mais quand même, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais qu'au moins, ça soit Bottas ou soit Perez, qu'il allait avoir un pilote recru, une nouvelle, c'est une nouvelle équipe. Je m'attendais à un nouvel pilote parce qu'il faut, oui, on a de l'expérience, mais on somme deux pilotes qui sont quand même 35 ans chaque. Donc, on continue. Après, on dit il n'y a pas de place pour les nouvelles générations de pilotes. Oui, on n'a pas de place, mais on continue à réengager les vieux qui sont déjà à la retraite. Disons ça comme ça. Mais c'est quand même un bon choix. J'ai beaucoup d'espoir en Bottas. C'était quand même un bon pilote, il y a beaucoup de podiums, il y a beaucoup de l'expérience, il y a beaucoup aidé chez Mercedes. C'est pour quelque chose que l'on applique à nouveau. Donc, ça va servir beaucoup pour la nouvelle équipe, pour le développement de la voiture aussi. Je pense que ça va être un atout. Et Checo, il y a de l'expérience, on va voir parce que les choses, on va se les dire comme il faut. Ça passe, et pas partir de la F1 dans son meilleur moment, mais j'espère qu'il va retourner en forme. Oui, effectivement. Et puis, moi, je pense non seulement le fait, moi, je pense que si tu veux commencer si tu commences une nouvelle aventure, il te faut toujours un peu d'expérience pour te guider, parce que si tu commences avec de vertes recrues, ça va être tellement difficile, parce que oui, ils vont apprendre, ça c'est certain, mais il te faut une base pour te guider. Et je pense que avec
avec Valtteri Bottas et Sergio Perez dans leur rang, ça amène beaucoup plus d'expérience, d'autant plus que dans le personnel au-delà des pilotes, il y a quand même Nick Chester, qui est un peu, disons, l'équivalent de ce que Adrian Newey faisait, le Chief Technical Officer, qui a travaillé pour un entre autres, Benetton, il a travaillé pour Enstone. Il y a aussi Graham Lowden, qui est le directeur d'équipe, qui a travaillé chez Mane Marussia, donc pour la même entité en plus. Il y a Pat Simmons, qu'on connaît pour des bonnes et pour des mauvaises raisons, Crashgate, mais qui a beaucoup d'expérience en Formule 1. Donc, au moins, avec ce duo de pilotes, on peut partir sur une bonne base à court terme, évidemment, mais je pense que ça va être aussi bien pour préparer le long terme. Donc, ça va être, pour moi, la base parfaite sur papier pour commencer une nouvelle aventure en Formule 1. Oui, comme tu viens de le dire, c'est la base, c'est bien. Pour commencer, c'est juste on va voir où ils vont se rendre avec ça. J'espère que ça va pas devenir juste comment se dit, une bataille entre pilotes parce que ils vont chacun à sa façon, ils vont être les premiers pilotes numéro 1. L'annonce était faite, Bottas y a rentré très dans son personnage. À sa manière, dans son personnage. Mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Checo aussi, il y a beaucoup d'expérience. Au moins là, Checo il est dans son élément, dans quelque chose que lui, il a bien géré, dans une petite équipe que ça commence et que on ne s'attend à rien. Il l'a fait avec Force India. Peut-être il sera plus confortable là que dans la Red Bull. Et on va voir des surprises, je ne sais pas. Mais c'est quand même un bon choix. Et je pense que Checo avait tout, même si ça ne s'est pas bien passé la dernière session, et il a beaucoup appris chez Red Bull. C'est bon pour son expérience, pour ce qu'il va apporter. Et du côté de Bottas, il est retourné chez Mercedes, donc il amène aussi de l'expérience et des choses qu'il a appris dans la dernière session. Donc, c'est un bon choix sous papier, comme tu l'as dit, c'est bon. Après, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, parce que en même temps, le truc, c'est que on parlait de bataille intra-équipe. Je pense pas que autant Bottas que Perez sont des pilotes qui ont je dirais un gros ego. Ce sont des pilotes qui pensent à l'équipe. On l'a vu avec Bottas, d'accord, parce que en fait, les deux, dans leurs pas dans leurs dernières équipes, parce que j'allais dire Bottas allait jouer un rôle numéro 2. Il était clairement le numéro 1 chez Sauber, mais avec Mercedes, il était le numéro 2 avec Lewis, alors qu'il y avait Lewis Hamilton. Perez l'a été avec Max Verstappen, qu'on le veuille ou non. Donc, ce sont des pilotes qui pensent à l'équipe, qui sont capables de vraiment travailler de pair. Puis on l'a vu, je pense, il y a entre Hamilton et Bottas, et même avec Zhou Guanyu, Felipe Massa, Pastor Maldonado, Bottas a toujours été très réglo avec ses coéquipiers. Il s'entend très bien avec ses coéquipiers. Même chose aussi pour Sergio Perez. Je sais qu'il y a eu toute cette histoire autour de Monaco 2023 et qualification, mais ça, bof. C'est mort dans l'œuf une fois que Max Verstappen a fait ce qu'il a fait au Brésil. Mais sinon, ce sont des pilotes
qui sont capables de respecter leur père. Alors là-dessus, pour leur première année, je pense que il n'y aura pas vraiment de numéro 1, numéro 2. Ça va être vraiment deux pilotes qui vont travailler pour le bien de l'équipe et pas pour leur bien. Alors là-dessus, je pense qu'ils vont mettre leur ego autant petit qu'il soit de côté pour travailler pour le bien de l'équipe. Mais aussi, ce sont deux pilotes qui ont roulé autant en avant qu'au milieu qu'en arrière. Donc, ils savent ce que c'est avoir des difficultés. Non seulement quand vous commencez, mais quand la voiture n'est pas bonne. Évidemment, tout le monde va partir sur une nouvelle base parce que la réglementation va changer, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être guise de succès pour Cadillac dès les premiers tours de roue. Oui, c'est ça. Et ils vont partir avec une bonne base, mais en même temps, côté, c'est ce que tu disais, que les deux pilotes sont capables de jouer, d'être bons joueurs dans l'équipe. Là, je vais dire un petit peu pas la même opinion. Pour Bottas, oui, Bottas il a bien pris son rôle de 12e pilote chez Mercedes. Il s'assumait complètement. J'ai jamais réclamé quelque chose comme l'année prochaine c'est le mien. Il y avait eu des problèmes avec Hamilton. Côté Pérez, oui, il veut gagner, mais il jamais été dans ce rôle de 12e pilote officiel. Jusqu'à il est arrivé à Red Bull, et Red Bull, il a toujours dit oui, je vais me battre, je vais gagner pour la première place. Et comme jamais vraiment assumé que lui était le 12e pilote. Parce qu'à Force India, c'était clairement lui le premier pilote et de bataille, il y en a eu avec Ocon. Juste pour ça aussi. Quand il était avec Stroll, là, Stroll venait d'arriver, lui était clairement le pilote de l'équipe. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner à Cadillac. Oui, sont des pilotes qui sont capables de jouer pour l'équipe. Mais je pense que à l'étape qui sont les deux, sont pas dans les mêmes c'est pas comme avant. Ils sont pas là pour être les numéro 2. Parce que Checo, il l'a dit 1000 fois, même quand il était en vacances, et il y avait plein d'options, il n'est pas accepté parce que lui, il veut gagner, lui, il veut un projet sérieux. Donc, question 12e pilote, ça ne rentre pas dans la tête d'aucun des deux. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être on va avoir de belles batailles. Mais en même temps, ce serait plus... Mais dans un contexte que c'est une nouvelle équipe, ce serait pas un peu... Ce serait pas un peu suicidaire de dire, ah ben, je vais tout de suite devenir le numéro 1 parce que si ils font ça, l'équipe va pas apprendre. Ça va être très compliqué ça va être très compliqué de vraiment avancer si les deux pilotes décident de dire, ah ben, c'est moi le numéro 1, on devrait faire ceci ou cela, plutôt que de travailler ensemble. Donc, moi, je sais pas, je pense que c'est pas une bonne idée de pousser vers cette idéologie quand tu conduis pour une équipe dont c'est la première année. Donc, moi, oui. Je pense que l'écoute le feedback va être plus important que les statistiques personnelles. Oui, c'est clair, tu as raison, c'est pas une bonne approche, mais je te dis, de mon point de vue, c'est que chaque pilote, il dit à sa fois, il veut être là dans une équipe, il veut un bel projet, il veut grandir, et comme de côté Checo, il a dit plusieurs fois, je vais gagner. Donc, oui, et il n'y a pas sorti ce qui est le pilote numéro 1 ou numéro 2, il n'y a pas ça, et c'est une équipe qui vient de commencer, mais c'est ce que je dis que dans la tête de ces deux-là, ils vont là pour courir, pour gagner, pas pour être le 12e. Donc,
les feedbacks, j'espère que ça va se bien passer parce que sinon, ça va être difficile pour l'équipe. Ouais. Et puis d'ailleurs, j'étais en train de lire un article de Race que j'aime lire pour préparer mes épisodes de podcast. Le PDG de Cadillac et de WG Motorsports, qui est derrière l'entrée de Cadillac, Dan Torres, a rencontré Perez, je pense que c'était après ou ouais, c'était après le Grand Prix de Grande-Bretagne cette année, là où une grosse partie des installations de Cadillac se trouvent justement, donc pas loin du circuit même. Donc, il l'a rencontré en présentiel et ils ont même il a même parlé avec Red Bull pour, tu sais, comme un peu l'histoire des références. Donc, quand on postule pour un emploi, ben, ben, je pense que Red Bull était une des références dans le CV de Perez, involontairement ou non, compte tenu qu'on sait comment ça s'est terminé. Donc, je pense que c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qui a été. Je me souviens plus qu'est-ce qui a été dit du côté de Torres concernant la rencontre, la rencontre avec Red Bull, mais c'était positif. Alors. C'était positif. Sí, c'est ce qu'il avait dit aussi que du côté de Checo, il s'était satisfait de, tu sais, parce qu'il y avait la question de son état mental, côté parce qu'il s'est fait démolir pour Verstappen, si ça va continuer parce que ça s'est pas bien passé. Et j'ai lu quelque chose comme ça, de que non, finalement Cadillac était convaincu pour Checo de que ça va y aller, ça va bien, tout est correct. Et moi, j'ai fait petite blague pas drôle. Je dis, bah, l'homme, parce que la référence de Checo, Monsieur Sling a bien su convaincre Cadillac, c'est ça. Ouais, mais parce que là, tu viens de m'ouvrir une porte vers ça, ben, l'arrivée de Perez amène aussi un aspect marketing, évidemment. Donc, je sais que Cadillac est une marque très connue dans le monde, mais quand même, ça reste que le Mexique est quand même un gros marché pour General Motors. Alors, le fait d'avoir un pilote mexicain qui roule pour une équipe américaine, même si une grosse partie est basée à Silverstone, on s'entend, mais ça, c'est le business de la Formule 1. Ça donne quand même une image une image bonne côté marketing. Donc, les sponsors, déjà, de Checo vont être présents, mais ça peut attirer aussi d'autres sponsors, surtout avec le Grand Prix de Mexico City qui a été prolongé au calendrier en plus. Alors, ça aussi, ça vient ajouter un peu à la notoriété de Cadillac. Et aussi, bon, du côté de Bottas, ben, le fait qu'il soit réserviste et qu'il soit surtout présent à tous les Grands Prix, parce que il y a aussi Frédéric Vesti. On va reparler justement de Vesti un peu plus tard, mais le fait que Mercedes a 2 pilotes de réserve, mais que Bottas est présent à tous les Grands Prix aussi, ça a aidé aussi. Justement, je sais pas si Torres a parlé avec Toto Wolff pour Bottas. Il a sûrement fait aussi. Et Wolff a vanté les mérites de Bottas. Mais le fait qu'il soit présent à chaque Grand Prix pour être, non seulement pour aider Kimi Antonelli, puis Dieu sait qu'il en a besoin en ce moment, mais aussi pour servir de feedback sur ce qui est fait en piste. Ça aussi, pour Cadillac, c'est une valeur très sûre. Alors, moi, je pense que là-dessus, je le répète, sur papier, c'est une signature safe, mais surtout très intelligente. Oui, c'est très intelligent et c'est comme on vient de parler de ces sponsors, de notoriété, côté marketing, c'est gagnant-gagnant.
Ouais. Il y en a d'autres pilotes qui veulent rentrer dans Formule 1, qui veulent continuer à courir, qui ils sentent qu'ils sont encore capables de gagner. Et de l'autre côté, à Cadillac, ça leur donne de la visibilité. Et Payuso, ça apporte de la visibilité, ça apporte des sponsors. Oui, Checo, peut-être que ça va pas, mais il y a son sponsor à côté qui vient avec lui. Et ça, c'est une équipe, il va pas cracher parce que dans des temps difficiles, on a besoin de la financiation et c'est sûr que pour une nouvelle équipe, avoir de belles sponsors, c'est un plus, c'est un plus parce qu'il y en a qui commencent plus de zéro. Donc, c'est bon pour Cadillac. Ouais. Puis en plus, ben, en termes de nouvelle équipe, ben, c'est quand même un peu comme j'aime pas faire la comparaison avec les équipes d'expansion au hockey dans la LNH, mais sur papier, je vais me faire ramasser probablement. J'ai l'impression que Cadillac commence un peu comme les Golden Knights de Vegas parce que ils sont allés chercher des gros noms, des joueurs qui ont eu un impact instantané et ça a fonctionné. Ils ont atteint la finale de la Coupe Stanley la première année avec des joueurs de qualité, Marc-André Fleury entre autres. Mais je pense que c'est un peu la même chose avec Cadillac parce que quand je regarde étonnamment avec les dernières équipes qui sont entrées en Formule 1 from scratch. Je parle pas des équipes qui ont été rachetées. Haas a eu Romain Grosjean comme pilote, mais aussi Esteban Gutiérrez. Grosjean, c'était une belle valeur parce que ça a fonctionné dès les premiers Grands Prix. Mais Esteban Gutiérrez, à un moment donné, je l'appelais Monsieur 11e place parce qu'au nombre de fois qu'il a terminé 11e en 2016, oui, d'accord, il y a l'aspect marketing avec avoir un pilote mexicain, mais Gutiérrez amenait pas les performances espérées. Ensuite, il y a eu les trois équipes. Ensuite, il y a eu les trois équipes HRT, Lotus, Virgin, Marussia, whatever le name. Lotus, sur papier, a eu 2 vainqueurs de Grand Prix en Heikki Kovalainen et Jarno Trulli. C'était celle qui, dans les débuts, faisait quand même plutôt bien, quoique les trois voitures étaient lentes. Mais au final, c'est Marussia. Mais au final, sur papier, Kovalainen et Trulli, c'était 2 belles valeurs pour une nouvelle équipe qui commençait. Mais malheureusement, la voiture était juste lente et aussi avec surtout, ils sont entrés avec la promesse qu'il y aurait un cap salarial et tout ça. Mais c'était des voitures lentes. Et les deux ont fait du mieux qu'ils ont pu. Hein. Le meilleur qu'ils pouvaient faire, c'était de finir 10e. Alors, ça, au moins, c'était bon. Puis ensuite, 2002, il y avait Toyota. Quand même avec Mika Salo qui a roulé sa bosse en quelque sorte en Formule 1, qui a remplacé Michael Schumacher chez Ferrari en 99 quand Schumacher s'était brisé la jambe en Grande-Bretagne. Et Alan McNish qui faisait ses débuts en titulaire, mais on connaît plus McNish comme un multiple vainqueur des 24 heures du Mans, mais Toyota, c'était pas fameux non plus. Alors, je pense que Cadillac arrive là où ils sont mieux préparés. Ils ont eu évidemment, il y a Andretti qui a commencé derrière, mais je pense que Cadillac commence sur de meilleures bases que Haas et les autres écuries mentionnées. Oui, je pense que ça commence sous meilleure base ou pas un peu. Pour moi, Cadillac, c'est un peu la même chose que Haas. C'est à peu près les mêmes. À la place,
Cadillac, il y a sa fabrique à Silverstone, l'ancienne fabrique où était Aston Martin, en fait, c'est ça qui prend Cadillac. Mais un peu comme, je pense qu'un peu comme moi, ils vont faire la voiture, tout ce qu'ils peuvent prendre d'une autre équipe qui ont le droit d'aller chercher. Je pense qu'ils vont aller chercher. Ils viennent avec des moteurs Ferrari parce que c'est ça. Il y avait des gens qui pensaient qu'ils faisaient moteur. Non, ils commencent avec moteur Ferrari aussi. Donc, moi, je le vois un peu dans la même dynamique que des As. Ils vont faire une voiture que peut-être il va essayer de faire quelque chose, mais que je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de développement pendant l'année parce qu'il n'arrive pas non plus avec un budget illimité. Ouais. C'est ça. Donc, ils commencent, oui, sur de bonnes bases. Au moins, ils sont déjà en train de travailler. Ils ont sa fabrique, sa salaire sérieuse. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je voudrais voir ça. Et l'avantage, c'est que c'est la nouvelle réglementation. Donc, toutes les équipes sont à peu près à la même place. Donc, ça, je pense que c'est un avantage parce que c'est pas comme une nouvelle équipe qui arrive et que tout le monde est déjà sous son lancé. Donc là, il va rentrer en même temps que la nouvelle réglementation. Donc, ça va être un peu mieux parce que personne sait ils sont où. Ouais. Parce que et aussi quelque chose que j'ai pas mentionné, Valtteri Bottas, d'accord, la saison dernière a marqué 0 point. A marqué 0 point, mais c'est un pilote qui est bon sur un tour. Et ça aussi, ça peut aider parce que en qualification, si tu veux partir du bon pied, il faut quelqu'un qui est capable d'amener ta voiture le plus haut possible sur la grille de départ. Et Bottas a été ça parce que l'année dernière avec Sauber, il a écrasé Zhou Guanyu 21-3. Mais la voiture était mauvaise en course. Oui, Zhou Guanyu a marqué les seuls points de Sauber la saison dernière, gracieuseté involontairement de Valtteri Bottas et d'un miroir. Mais n'empêche, ça ne veut pas, et on connaît comment ça s'est terminé avec Sergio Perez, avec Red Bull, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont mauvais. Donc, Bottas et aussi, dans son temps à Mercedes, c'était quelqu'un qui était vraiment capable de challenger Lewis Hamilton. C'est pas pour rien que, quand même, il a obtenu 20 pole positions en Formule 1, les 20 étant avec Mercedes. Donc, c'était quelqu'un qui était capable de vraiment challenger le pilote avec le plus de pole positions en Formule 1. Alors, c'est quand même pas rien. Donc, là-dessus, je vais vous laisser sur cette pensée. Maintenant, on va parler des autres candidats qui ont été ignorés ou tout simplement dont la candidature était rejetée. D'abord, je vais commencer par des pilotes qui ont de l'expérience avec Cadillac, mais en endurance. Et je parlais de Frédéric Vesti. Actuellement, il roule en endurance avec Cadillac, en IMSA, mais je pense seulement pour les courses d'endurance. Genre, il avait participé aux 24 heures de Daytona. Je crois qu'il était là aussi aux 12 heures des Sebring, aux 6 heures de Watkins Glen. Je crois il était là aussi aux 24 heures du Mans et devrait être là pour le petit Le Mans à Road Atlanta. Il est aussi pilote de réserve chez Mercedes. Sinon, il y a aussi Felipe Drugovich, qui est actuellement pilote de réserve chez Aston Martin. Champion de F2 en 2022, mais qui roule aussi pour Cadillac, aussi en IMSA et aux 24 heures du Mans. On devrait probablement le voir
au Petit Le Mans en octobre. Sinon, il y a Zhu Guanyu qui a été considéré, évidemment, vu les connexions avec Monsieur Lorden, qui est son agent. Il y a aussi Jack Crawford, qui est pilote américain, qui est pilote de réserve chez Aston Martin, qui est présentement 4e en Formule 2 cette saison. Et l'année dernière a terminé 5e dans la série. J'allais dire Mick Schumacher, mais apparemment, dernière nouvelle, au moment d'enregistrer, le deal qu'il a pour rouler avec Cadillac l'année prochaine au championnat du monde d'endurance s'est arrêté. Ça a échoué. Donc, et il y aurait eu probablement, si le deal avait été là, ça aurait été probablement un deal de pilote chez Cadillac avec Jota et potentiellement le rôle de 3e pilote. Mais ça, apparemment, ça a échoué. Et évidemment, il y a les noms qui sont revenus, genre Colton Herta et Alex Palou. On va commencer par Colton Herta parce que la saison d'IndyCar est maintenant terminée. Je sais qu'il y a des rumeurs voulant que Herta se retrouve en Formule 2 la saison prochaine et potentiellement pour gagner des points de super licence afin qu'il l'obtienne pour rouler en Formule 1 un jour ou l'autre. Mais est-ce que tu crois que Colton Herta, c'est vraiment une idée pour la Formule 1? Une idée, ça pourrait, mais c'est ce que je ne crois pas, c'est que dans une équipe comme Cadillac, c'est plus difficile. Là, on doit renverser comment dire, Cadillac, il cherche des pilotes avec l'expérience. Oui. Quand je dis une recrue, ça serait une bonne idée, mais au moins quelqu'un qui roule déjà en Formule 1, un pilote jeune, qui n'a pas de volant, quelque chose déjà essayé, mais Colton Herta, il n'y a pas l'expérience. Et là, d'aller chercher des points à la Formule 2, mais lui, la Formule 2 l'a indiqué, donne les mêmes points, donc je ne comprends pas l'idée. Colton Herta Formule 1, je le vois plutôt dans une équipe, on dirait comme Bisakas, Minardi, parce qu'il change tellement de nom qu'il décide maintenant que c'est Minardi. C'est ça, une deuxième équipe, une équipe où il peut y avoir un deuxième pilote pour apprendre, mais je pense que Cadillac n'est pas encore là. Il faut comprendre premier c'est quoi la F1, rouler une année, 2 années avant d'amener quelqu'un qui est dans la même situation. Ouais. Donc, Herta, oui, c'est une bonne idée, mais je ne pense pas, je ne le vois même pas Cadillac. Non, puis en même temps, sa saison d'IndyCar a été moyenne. Fait que moi, personnellement, je vois mal Herta dans le rôle de pilote. En plus de ça, je sais que c'est comme tu l'as dit, c'est pas la première fois qu'on parle de Herta en Formule 1 avec Minardi, Toro Rosso, Vija, Catch-Up, AlphaTauri, whatever. Ça a déjà été un point, les problèmes de super licence, tenter d'avoir une exemption. Parce que et ça m'amène surtout dans le point parce que il y a Herta, mais aussi Jack Crawford aussi, qui actuellement est qui est pilote en Formule 2, je crois, avec Dams. Mais le problème que j'ai, c'est que oui, ce serait bien parce que la Formule 1 connaît un boom exceptionnel aux États-Unis. Ils ont 3 Grands Prix, ils ont maintenant une équipe, ils ont de l'influence américaine. Apple TV Plus pourrait être un diffuseur de la Formule 1
aux États-Unis dès l'année prochaine si les rumeurs s'avèrent vraies. Maintenant, ce qu'il manque, c'est un pilote américain. Mais est-ce que ça vaut la peine pour est-ce que ça pourrait pas déconstruire ce qu'ils veulent faire pour justement s'implanter en Formule 1 parce que Crawford est un bon pilote, je doute pas de son talent, mais est-ce que pour moi c'est quelqu'un qui va avoir du succès à long terme? C'est ça mon problème. Fait que Colton Herta, moi je pense qu'il va falloir je croyais peut-être ce serait intéressant. Il va falloir, à un moment donné, je pense qu'il va falloir oublier le projet Herta en Formule 1 à un moment donné parce que ça va plus être c'est plus une mauvaise idée qu'une bonne. Oui, c'est ça. Tu l'as bien dit, maintenant, c'est plus de temps, c'est plus une obésité. Ouais. Sinon, on va parler plutôt des autres pilotes avant de parler d'Alex Palou. Il y avait surtout comment je dirais ça, j'ai perdu ma page, bravo, Filipe Drugovich. Je sais que j'ai fait la blague de porteur d'eau parce que depuis son titre de champion de Formule 2 en 2022, il n'a fait que des FP1 avec Aston Martin. Et c'est peut-être là où, moi, je dirais Aston Martin a peut-être échappé une balle. Parce que, moi, si jamais tu voulais tester le niveau et, par exemple, si tu voulais vraiment tester pour voir si Drugovich pourrait être un pilote qui pourrait rentrer dans l'équipe dans le futur, peut-être ça aurait été bien de le promouvoir avec Cadillac, mais encore là, l'expérience prime avant tout. Mais dans un cas où Aston Martin aurait... Je le lançais comme ça. Par exemple, prêter Drugovich pour lui donner des grands prix d'expérience. Tu sais, Cadillac s'est dit, écoute, Drugovich me semble bon, il prouve qu'il a le talent, s'il faisait bien. Peut-être qu'au moins on pourra avoir de l'argent. On pourra avoir de l'argent, comme ce que Alpine a décidé de faire avec Williams pour Franco Colapinto, c'est-à-dire j'allais dire jeter de l'argent. Oh boy. Adrien, des jeux de mots aujourd'hui. Oh boy. Je voulais dire donner de l'argent à Williams pour obtenir les services de Franco Colapinto et dealer avec les problèmes qui viennent avec. Mais c'est ça, le truc, c'est que Drugovich, ça aurait été une bonne idée sur papier pour lui donner de l'expérience et en faire un volant en Formule 1. Mais en même temps, si tu vas avoir... Mais quand tu as Sergio Perez et Valtteri Bottas comme agent libre, tu peux pas dire non aux deux. Fait que ce serait la même chose pour Frédéric Vesti, que j'ai trouvé bon en F2. Mais lui aussi, c'est un peu un problème. Mais peut-être que le rôle de pilote de réserve est toujours disponible maintenant que apparemment le deal avec Mick Schumacher est off. Fait que peut-être que c'est là. Zhou Guanyu, ça aurait été peut-être une bonne option. Ça aurait été peut-être une bonne option, mais je sais pas, il m'a pas tant impressionné avec il m'a pas tant impressionné à un point pour obtenir un volant. Fait que je sais pas trop. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté. De mon côté, je pense que Zhou Guanyu, il aurait été une bonne affaire. C'est pas un pilote impressionnant, mais c'est jeune, ça amène quelque chose. Ça amène quelque chose. Je pense qu'il aurait été une bonne idée, sur papier.
Parce que de toute façon, ils ne vont pas rouler dans une voiture qui va aller en avant. Donc, je pense que là, ils l'ont un peu échappé. Mais c'est Checo ou yo, c'est sûr que Checo, il prend l'avantage. Ouais. Mais parce que Bottas, je ne le mets pas dans les mêmes paniers. C'est sûr. Mais des côtés d'Esti, il n'y a pas encore comme l'expérience, pas trop roulé. Oui, en F2, peut-être impressionné, mais il ne pense pas qu'il n'est pas prêt comme pour aller. À Drogovic, ici, entre nous, je ne pense pas que Aston n'y a jamais pensé les donner la voiture, c'est tout ça. Parce que même quand il y a besoin d'un pilote de réserve pour verrer, pour remplacer quelqu'un, il ne le choisit même pas. Donc, Drugovic, c'était un pilote de il a gagné, c'était pas, il n'était pas dans les bons batchs, parce qu'il y en avait des pilotes qui, même si on pas gagné la F2, ils étaient plus impressionnants que lui. Et je pense que Aston, il a simplement vu l'occasion parce que tout le monde disait, ah là, les pilotes de Formule 2, il n'y a même pas une voiture, il n'y a même pas d'équipe, il n'y a rien. Donc, il dit, OK, on prend Drugovic, mais c'est ça. Ouais. Je pense qu'ils n'ont jamais eu l'intention même de donner la voiture. Donc, là parce qu'il y a Aston, il y a eu la chance. Mm-hmm. Et il y a eu Stroll qui se fait mal, il y en a eu des fois Fernando, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, c'est sûr que dit que quand Aston il y a eu besoin de quelqu'un pour remplacer les pilotes, il n'a jamais pris Drugovic. Il y a Abandon, que c'est lui comme le numéro 1, si il faut remplacer. Sinon, Aston il a même été allé chercher lui, le pilote de Audi, Hulk, qui n'était même pas dans l'équipe, et le sortidon là, je ne pense pas que Drugovic c'était la super idée. Et c'est qui l'autre que tu as dit? Ben, il y avait aussi, je vais revenir sur Mick Schumacher. Mais raison, Mick. Mick, je pense pas que, je sais que, en fait, je viens de relire pendant ça l'article en question de Race. Mick a juste refusé parce que c'était pas sûr s'il allait avoir la liberté soit c'était pilote pour Cadillac Jota et pilote de réserve ou les deux, il y avait moins de clarté là-dessus. Mais très honnêtement, comme pilote titulaire, il m'aurait juste pas, il a pas été convaincant avec Haas, malgré il y a eu quelques courses ici là. Puis Alex Palou, puis je vais terminer là-dessus. Va falloir qu'on mette une croix sur Alex Palou, que ce soit avec Cadillac ou même avec Red Bull, parce que Nathan Brown, autant que c'est une source très réputée, un journaliste très réputé pour IndyStar qui a rapporté la rumeur. Il va falloir qu'on arrête. Anna Maria, tu l'as dit à plusieurs reprises, il n'est pas intéressé avec la Formule 1. Il l'a dit lui-même, il n'est pas intéressé à la Formule 1. Puis d'ailleurs, et le nombre de pilotes qui se sont pété la gueule en passant de l'IndyCar à la Formule 1, est nombreux. Oui, vous allez me sortir les Juan Pablo Montoya, Jacques Villeneuve, Mark Denneau, Mario. Mario, pas Michael, mais pour des Mario Andretti, il y a des Michael Andretti. Pour des Juan Pablo Montoya, il y a des Sébastien Bourdet. Pour des Jacques Villeneuve, il y a des Cristiano D'Amata. Donc, il y a toujours son contraire. Moi, je pense qu'Alex Palou est bien en Formule 1. Colton Herta en IndyCar, pardon. Tout comme Colton Herta. Donc, il va falloir qu'on arrête avec Alex Palou de fantasmer sur Palou en Formule 1. Il est bien en IndyCar. Il est bien là-bas. S'il fait bien en Formule 1, tant mieux. Mais sinon, c'est quoi? C'est pour se faire... C'est pour faire dire, l'IndyCar, c'est une série de bas de gamme. Non, on va arrêter ça là. Je pense qu'il est bien en IndyCar. Et Bottas et Perez,
C'est le meilleur duo possible sur papier. Point à la ligne. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. T'as bien dit. C'est ça. Donc, sur ce petit event, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Notre prochain épisode, c'est l'après-course du Grand Prix d'Italie. En espérant qu'on ait un meilleur... que les tifosi aient de meilleures scènes que Zandvoort. Mais on a notre après-course qui sera disponible dimanche sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcast, YouTube et partout le bulletin GP est disponible. J'ai terminé l'article qui revient sur le Grand Prix des Pays-Bas un peu plus en détail que mon podcast. Donc c'est sur Substack, lebulletingp.substack.com. On est aussi sur Facebook, Instagram, Threads et Blue Sky @ le bulletin GP, en plus du groupe Facebook La Monoplace où vous pouvez parler de tout et de rien de la Formule 1. Alors Anna Mariam, merci beaucoup d'avoir été là. Et oublie pas de unmute. Oh. Et je crois que c'est... ça, c'est son micro a décidé de rendre l'âme. Oui, il est parti. Il a décidé de me quitter. Heureusement, c'était pas durant l'épisode, mais merci beaucoup de ta présence et de tes arguments. Merci à toi. Alors, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. On se retrouve pour un prochain épisode du Bulletin GP. Faites attention, portez-vous bien et on se retrouve une prochaine fois. Salut tout le monde!